Périphérie, Édouard Zambon. Ce qui est frappant quand on accompagne des journalistes dans un quartier populaire et qu'on regarde le type de questions qu'ils posent aux habitants qu'ils rencontrent, et en particulier aux jeunes, c'est qu'en fait, ils leur posent jamais des questions sur leur histoire personnelle. Ils sont jeunes de quartier et on vient les voir parce qu'ils sont jeunes de quartier, et on vient surtout leur adresser des questions qui vont être très directives pour endosser ce rôle, ce costume du jeune de quartier qu'on veut incarner à l'antenne derrière. C'est ça qui intéresse les journalistes, souvent. Jérôme Berthaud, sociologue, enseignant-chercheur à l'Université de Bourgogne à Dijon, auteur de La banlieue du 20h. Le sujet banlieue est un sujet qui est présent dans la réflexion des journalistes. C'est pas ça que vous interrogez. C'est pas un désintérêt. C'est une façon de traiter. L'enquête essaie de montrer comment, une fois que vous entrez dans un collectif de travail, une rédaction, vous allez être amené à intérioriser des façons de penser l'actualité au point que ça va devenir des réflexes professionnels. Ça relève ça devient des évidences. Le journalisme en banlieue, ça se fait de telle façon. Ce que vous décrivez, c'est une sorte de mécanisation du processus de recueil de l'information ou de narration de l'information. De la même manière que les compagnons du devoir acquièrent un tour de main, les journalistes aussi acquièrent un tour de main dans la façon de filmer, et un tour d'esprit dans la façon de regarder les quartiers populaires, de repérer qu'il faut aller plutôt filmer telle partie du quartier parce que les barres sont plus hautes que telle autre, on a une grande pelouse et c'est pas du tout conforme à l'image qu'on veut donner et à l'image qu'on pense que le public attend en fait. Qu'est-ce que c'est qu'un sujet banlieue ? Alors on pourrait le voir de deux façons. D'un point de vue de produit fini, ça va être un ensemble de contenus qui renvoient à des images relativement récurrentes, avec des barres d'immeubles, des paraboles, des tags, des barres d'immeubles souvent filmées sous forme de travelling par exemple, et ensuite une galerie de personnages qui vont également être récurrents, l'éducateur, l'imam, un jeune plutôt habillé avec un blouson, une capuche, une jeune fille, etc. Comme ça, tout un ensemble de personnages et de décors. Et on va beaucoup parler souvent de déviance. Donc ça va être le racket, l'économie souterraine, et également un pendant positif à ces sujets qui va être les gens qui réussissent à se sortir de ces quartiers. La jeune fille qui a réussi à quitter le quartier et à être moins sous l'oppression des garçons. Donc effectivement, vous avez comme ça des discours préécrits que le journaliste va essayer de reproduire. On est dans de l'illustratif. C'est essentiellement effectivement un travail d'illustration et quand on suit les reporters sur le terrain, c'est flagrant, c'est troublant même de voir à quel point ils ont développé ce que j'ai appelé un regard oblique, c'est-à-dire que ils jettent un œil sur les quartiers populaires à travers leur déambulation, qui consiste en fait à repérer ce qui va pouvoir être une pièce du puzzle de ce reportage qu'ils doivent reconstituer pour honorer la commande qui a été formulée en amont. Périphérie.fr. En fait, les sujets banlieues tels qu'ils sont définis dans les conférences de rédaction, c'est un peu des sources policières, des pratiques importées du privé, l'influence de la concurrence. Et c'est ces gens réunis en conférences de rédaction qui vont formuler des sujets, et j'ai appelé un peu ça une banlieue hors sol, et qui ensuite vont demander à des reporters d'aller sur le terrain et de produire ces commandes. Et donc d'où le décalage qu'on peut avoir entre ce qu'on voit à la télévision ensuite et ce que les gens ont la sensation de vivre sur le terrain, et surtout ce qu'ils ont pu raconter de leur vie au reporter qui est venu, sauf que le reporter il était lui-même écartelé entre une commande des chefs et le discours qu'a tenu sur place les habitants. On prête à William Randolph Hearst, le personnage qui a inspiré Citizen Kane, cette phrase, soi-disant, il réunissait ses journalistes le matin et il disait « Ne laissons pas la réalité nous gâcher une belle histoire ». Est-ce que ce précepte s'applique, selon vous, à la façon dont la presse traite de la banlieue ? Alors en suivant les reporters, je dirais plutôt que c'est plutôt ne laissons pas la réalité
planter le reportage, planter le processus de production, conduire à des ratages dans le processus de production. En fait, ce que je montre dans le livre, c'est que le stéréotype, c'est une ficelle de travail, c'est un outil de travail. Ça vous permet de guider votre reportage sur place, ça vous permet de vous guider dans le choix des gens que vous allez interviewer, le choix des espaces du quartier que vous allez filmer, et ça pour, dans des temps relativement ramassés, réussir à réunir tous les éléments indispensables pour réaliser votre reportage. C'est le moyen d'être efficace. Voilà, c'est vraiment les contraintes de productivité qui vont en fait déterminer les pratiques journalistiques. Il faut plutôt chercher de ce côté-là que du côté de l'idéologie des journalistes ou le fait qu'ils auraient un point de vue politique partisan qui voudrait tenir contre les quartiers populaires, qui viendraient... voilà, c'est moins de l'idéologie que des conditions de travail, des contraintes de travail, des temps de travail réduits. Et donc, c'est là que les stéréotypes sont un outil, vont aider les journalistes quelque part à travailler et à boucler le reportage dans les temps. Mais ça, c'est vrai pour tous les sujets. Alors, ce qui différencie peut-être la banlieue d'autres thèmes de reportage, c'est d'abord la distance sociale. C'est clairement un milieu social qui porte un regard sur un autre milieu social. Pourtant, tout le monde le sait, la profession de journaliste se précarise. Un certain nombre de reportages sont faits par des journalistes précaires, pigistes. Vous ne croyez pas qu'il y a quand même, dans une certaine mesure, une communauté de destin entre certains des journalistes et les personnes auxquelles ils s'intéressent ? Alors les statuts des journalistes se précarisent effectivement. Pour autant, il y a toujours autant de gens, même de plus en plus de jeunes, qui veulent embrasser cette profession. Et le but, précisément, c'est de sortir de la précarité. Et la meilleure façon de sortir de la précarité pour passer du statut de la pige au CDD un peu plus long, puis au CDI et être embauché, c'est précisément de répondre aux commandes des chefs qui sont formulés depuis le siège des rédactions dans le 15e arrondissement, par exemple, à Paris, à France 2. Donc les jeunes journalistes sont conduits à intérioriser, consciemment ou pas, ces façons de faire, c'est ce qui est considéré dans les rédactions comme les bonnes manières de traiter des quartiers populaires en tant que journaliste, en fait, à intérioriser les normes du bon reportage en banlieue et qui vont finir par s'approprier. Et quelque part, c'est un peu la seule solution pour eux s'ils veulent avoir une carrière dans le métier. Ce sur quoi vous mettez le doigt, c'est finalement principalement du conformisme, de la reproduction. En fait, oui, c'est-à-dire que c'est la marge de manœuvre du journaliste que vous interrogez dans votre livre finalement. C'est sa capacité à rapporter du terrain quelque chose qui n'est pas attendu par sa rédaction en chef. Alors, les journalistes se battent avec leurs responsables pour essayer d'imposer effectivement des nuances qu'ils ont pu, sur la base de situations qu'ils ont pu observer sur le terrain. Et souvent, ils se félicitent d'avoir réussi à imposer telle image, tel extrait d'entretien. Mais le fonctionnement de la rédaction, le poids du collectif de travail, le poids de la hiérarchie sur la production des reportages, l'injonction à respecter les commandes conduit effectivement à une forme de conformisme. Il est préférable au final en termes de mobilité, de carrière dans la rédaction, de s'aligner sur les normes des chefs, sur les commandes des chefs, effectivement. Ça veut dire, conséquence induite, ce que vous décrivez dans votre livre, quand vous accompagnez les équipes sur le terrain, que vous dites l'information n'est plus recueillie, elle est coproduite. Ce qui veut dire que, globalement, le journaliste, pour être efficace et répondre à sa commande dans les délais impartis, est obligé d'organiser, en quelque sorte, des castings. Alors, l'information est toujours coproduite. C'est-à-dire qu'il y a toujours un interviewé, un intervieweur, une source et un journaliste, un rédacteur en chef et son reporter. Donc en fait, on a une vision du journalisme en général où on voit un journaliste seul produisant l'information, mais en fait, c'est un travail collectif, la production de l'information, toujours. Mais ce qui est particulier à la production des reportages dans les quartiers populaires, c'est qu'elle est moins coproduite avec les habitants sur place qu'elle ne l'est avec les rédacteurs en chef ou des sources officielles qui sont en dehors du quartier populaire. Les habitants sur place ont très peu de prise sur la production du reportage. Les gens qui ont de l'emprise sur la production du reportage, ils sont plutôt en dehors du quartier. C'est pour ça que j'ai parlé d'une banlieue hors sol, en fait. Est-ce que, selon vous, une des raisons, c'est parce que les habitants des quartiers populaires ne maîtrisent pas les codes médiatiques, qui ne sont pas des bons clients, comme on dit dans les médias ?
Alors en fait, ils maîtrisent assez bien, je pense, les codes médiatiques. C'est une des raisons pour lesquelles les journalistes ne sont pas très bien reçus dans les quartiers populaires, c'est qu'ils sont régulièrement confrontés à des habitants qui refusent d'endosser les codes médiatiques qui sentent très bien qu'on veut qu'ils endossent à travers les questions qu'on leur pose, les situations qu'on leur demande de jouer devant la caméra. Donc vous avez toute une partie des gens qui refusent de jouer le jeu des médias et qui aussi, pour ne pas jouer le jeu et pour repousser les journalistes et les faire partir, peuvent aussi, une des raisons pour lesquelles il y a des agressions, il y a clairement de la délinquance derrière tout ça, mais il y a aussi des agressions qui consistent à faire partir les journalistes, à voler le matériel. Si vous volez le matériel d'un journaliste, il ne pourra pas faire de reportage. Donc c'est aussi une façon d'empêcher le journaliste de travailler et de produire une image potentiellement négative sur le quartier populaire. Donc les journalistes, les habitants ont une connaissance des pratiques journalistiques, et donc vous avez ces habitants qui refusent de jouer le jeu, puis vous avez des habitants qui vont jouer le jeu, et qui vont souvent jouer le jeu parce que il y a souvent un intermédiaire entre ces habitants et le reporter qui vient sur place, et qui alors ça peut être un fixeur quand c'est un intermédiaire qui est rémunéré par la rédaction, mais c'est plus souvent quand même quelqu'un de bénévole entre guillemets, dévoué en fait. Ça peut être un éducateur, un président d'association, même un élu. Le maire de Sarcelles conduit régulièrement des journalistes dans sa ville, et donc en fait ces intermédiaires, ils vont eux-mêmes choisir des habitants qui correspondent aux figures que le journaliste souhaite mettre dans son reportage. Donc va le conduire auprès de l'imam, va le conduire auprès d'un groupe de jeunes qu'il a prévenu en amont que des journalistes voulaient interviewer. Donc en fait, vous avez ces codes médiatiques qui sont aussi maîtrisés par les intermédiaires, qui vont trouver les bons clients, comme vous dites, c'est-à-dire les gens qui parlent bien, qui vont avoir un phrasé dit banlieue, une facilité d'élocution dont les habitants des quartiers populaires, en particulier les jeunes, seraient dotés. Donc voilà, effectivement, ces bons clients et cette maîtrise des codes, elles sont repérées à la fois par les journalistes, mais aussi par les intermédiaires qui les aident à accéder au quartier. Est-ce que vous ne pensez pas que les habitants des quartiers populaires, en tout cas part d'entre eux, dans ce que vous avez pu observer, vous, dans votre travail avec les équipes de télévision, ont intériorisé les codes, et que finalement, le jeune de banlieue commence par jouer aux jeunes de banlieue? Oui, bien sûr. Alors, là encore, une des raisons pour lesquelles les habitants des quartiers populaires, et en particulier les jeunes, endossent les discours quelque part qu'on attend d'eux, c'est aussi largement lié aux conditions, aux pratiques des journalistes. C'est-à-dire, par exemple, les jeunes des quartiers populaires, une des particularités, c'est qu'on les interroge souvent en groupe. Il n'y a pas tellement, finalement, si vous réfléchissez dans la population française, de gens qu'on interroge en groupe. Eux, on les interroge en groupe. Alors, ça a plusieurs avantages, c'est que ça va incarner visuellement la bande, puisque les jeunes sont censés être souvent en bande, mais en plus, ça a un intérêt d'un point de vue de pratique journalistique. C'est quand vous mettez des jeunes, vous interrogez un groupe, vous avez un phénomène de concurrence dans la prise de parole, un phénomène de surenchère. Donc effectivement, vous allez avoir dans le groupe des gens qui vont tenir les discours attendus, d'autres pas. La question ensuite, c'est quels sont les extraits de discours que le journaliste va garder une fois qu'il rentre à la télévision pour monter son reportage. À la fin de votre livre, vous publiez le courrier que vous a adressé le médiateur de France 2. Il dit que la critique est sévère, mais il ne dit pas qu'elle est fausse. Loin de là. Pourquoi est-ce que, selon vous, avec des prises de conscience telles dans la hiérarchie, les pratiques ne changent pas? Principalement parce que on va dans les quartiers populaires pas tant pour enquêter sur les quartiers populaires que pour faire un sujet banlieue. Donc pour les journalistes, c'est ça qui est le plus important au final, de bien faire le job de la manière qui va satisfaire les chefs pour ensuite traiter des sujets plus nobles. Périphérie.fr